Bonsoir, merci d'être là pour cette belle conférence de rentrée avec Richard Lachance, astrologue québécois. Alors Richard est un astrologue professionnel, connu et reconnu, passionné d'astrologie et auteur de plusieurs ouvrages incontournables. Richard Lachance évolue dans le domaine depuis plus de 30 ans en tant que consultant, formateur, auteur et chercheur. Il nous en faut. Il en faut. Il vous présente aujourd'hui un sujet qu'il affectionne tout particulièrement, celui des maisons dérivées. C'est en 2008, lors d'un atelier de spécialisation, qu'il présente pour la première fois le résultat de ses propres recherches et réflexions sur ce sujet. Il apparaît comme une évidence que ce complément pertinent de l'analyse d'un thème ne peut que bonifier le travail du consultant. Lors de cet exposé, vous réaliserez de plus qu'il jette un regard nouveau, ose revisiter certaines facettes de cette technique d'interprétation et que pour lui, tout ce que l'on peut retrouver dans la littérature astrologique demeure encore à ce jour un travail en évolution. C'est assurément pour toutes ces raisons qu'il ne cesse de s'y intéresser, de la faire évoluer et surtout de partager avec le plus grand nombre les résultats de ses observations, ce qu'il va faire avec nous ce soir. Richard, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. À toi la parole. Merci. Excusez, j'étais dans... j'étais dans la... C'est parce que je l'ai ouvert tout à l'heure, puis je me suis fourvoyé avec... attendez un petit peu. C'est bien la peine qu'on répète avant, tu vois. Oui, ça vaut la peine. Ah, Seigneur. On remarquera le suspense insoutenable que avec lequel cette conférence démarre. Hein? Là, oui, puis... Pour l'instant, il n'y a pas que les maisons qui dérivent. Hein? On va pas... Non. Il n'y a pas seulement que les maisons qui dérivent parce que je l'ai commencé tout à l'heure, puis j'ai oublié de la reculer. Eh bien, flèche gauche. Non, ben regarde ce que je vais faire ça. Vas-y. Ouais. On est entre nous, Richard. Oui. Hop là. Voilà. On me rendre au bout. Voilà. Voilà. Tu peux le mettre en plein écran? Oui, comme ça. Parfait. Alors, bonsoir tout le monde. Il me fait vraiment plaisir de vous présenter, comme Marc disait tout à l'heure, un sujet que j'affectionne tout particulièrement, le thème des maisons dérivées. Pour moi, dans la littérature astrologique, il y a toujours eu quelque chose qui manquait dans ce système-là, puisque les gens me posaient souvent la question, mais ça donne quoi les maisons dérivées? Ça nous amène où les maisons dérivées? Moi, personnellement, je les utilise depuis longtemps et surtout en consultation. Je trouve qu'ils nous donnent des réponses extraordinaires à notre avancée et pour aller beaucoup plus loin dans l'interprétation d'un thème. Ce qui fait que quand on regarde ce concept, le concept des maisons dérivées est très révélateur et fascinant, surtout lorsque l'on s'intéresse aux différents facteurs de la vie des gens qui nous entourent ou lors d'une consultation. D'une efficacité déroutante, il permet de développer les langages analogiques, psychologiques et événementiels. Et puisqu'il fait la démonstration des liens qui réunissent les hommes, la nature, les choses et les rythmes célestes, il nous oblige à accepter un certain déterminisme. Bien qu'instructif, la communauté astrologique s'est toujours questionnée sur sa pertinence. Certains se demandent s'il n'est pas abusif d'aller à la découverte d'informations, souvent très personnelles d'individus qui nous sont totalement étrangers. Alors que cette technique fait partie intégrante de la délimitation astrologique traditionnelle, elle est tombée en désuétude lorsque l'astrologie moderne s'est concentrée sur le processus psychologique ou évolutif et s'est éloignée du côté pragmatique de la vie de l'individu. Calculée à partir des maisons natales, les anciens préconisaient certaines parts, comme la part de fortune, et appliquaient même ce concept aux planètes. Encore utilisé pour les horoscopes,
ou à un point spécifique du thème. Par conséquent, les 12 maisons radicales deviennent 144 maisons dérivées, soit 12 maisons fois 12 égale 144. Ici, j'ai mis une petite note personnelle, à mon avis, bien plus que cela, c'est-à-dire que je vais vous montrer plus tard que pour moi, il y a beaucoup plus que 12 fois 12, parce que des 12, il y a aussi des dérivés. Et chacune d'elles peut devenir l'ascendant d'un nouveau thème et proposer un déploiement particulier. De plus, ces nouvelles maisons disposent d'un nouveau maître, sans oublier les aspects d'un nouveau mode et d'un nouvel élément. C'est la raison pour laquelle il est demandé d'interpréter ce nouveau thème, entre guillemets, dérivé, dans sa globalité. Ici, je vous partage une impression qui est très personnelle. À cet égard, je crois qu'il serait plus adéquat de parler d'un thème dérivé ou intrinsèque. Intrinsèque veut dire qu'il appartient à l'essence même d'une chose, essentielle intérieure, et non seulement de maisons dérivées. Parce qu'en réalité, si vous partez d'un ascendant, vous avez un nouveau thème. Alors, ce nouveau thème devient un thème dérivé fait à partir des maisons. À titre d'exemple, une maison 8 radicale en Verseau avec Uranus comme maître peut devenir la 4, le foyer de la maison 5 d'un enfant. La maison 6 radicale, le quotidien, peut devenir la maison 12, tout ce qui est caché de la maison 7, le conjoint, ce qui ouvre la porte à une multitude de probabilités. Très efficace en révolution solaire et en astrologie horaire. Encore là, ici, je vais faire une petite parenthèse. Les gens qui font de l'astrologie horaire se servent régulièrement des maisons dérivées. Ici, j'ai dit, l'astrologue en a recours régulièrement, même inconsciemment dans sa pratique. À titre de référence, je vous ai affiché 2 livres qui parlent des maisons dérivées. Alors, le premier que j'ai ici en main, c'est le livre de Charles Caruana, qui est un Français. C'est un musicien passionné d'astrologie, les mythes, les contes et les légendes. La technique des maisons dérivées aux éditions d'Héry, 1987. Et le deuxième, moi j'ai la première version, qui parle aussi des maisons dérivées. Louis Lassine est professeur d'électronique et d'ingénierie. Une fois retraité, il se consacra à la rédaction d'ouvrages d'astrologie et de numérologie. Alors, son livre ici, c'est Techniques prévisionnelles en astrologie, mais si vous regardez bien la couverture ici, c'est des maisons et maisons dérivées. C'est la nouvelle version. Moi, j'ai la première version. La première version, c'est la même chose, excepté que dans le deuxième, il y a des ajouts. Malgré que ces ouvrages donnent accès à une multitude de données factuelles, j'ai toujours été de ceux qui soutiennent que ce concept est très peu développé ou inachevé dans la littérature astrologique. Les 2 livres que je vous présente actuellement, je trouve, surtout le premier, il est très, très, très bien fait. Il est très intéressant. Ceux qui veulent se le procurer ou ceux qui voudraient s'intéresser aux maisons dérivées, il nous donne des références, des mots-clés qui sont très intéressants. Mais ni un ni l'autre donne la recette de départ et la recette de fin. Alors, voici donc ma proposition en 5 modules. Le premier module, on va parler de la paternité de ce concept, question de faire un peu l'historique d'où ça vient. Le deuxième point, ce sera le nouveau système de calcul revisité et simplifié que j'ai, je ne peux pas dire inventé, que j'ai créé ou développé, parce qu'inventer, c'est autre chose. La disposition en organigramme hiérarchique, les transits dans les maisons dérivées et le thème natal inversé. La paternité. Certains écrits soulignent que le concept des maisons dérivées a été mis de l'avant dès le 1er siècle avant Jésus-Christ. Il apparaît de plus dans les travaux de l'astrologue du 2e siècle
Vettius Valens, bien qu'il semble basé sur un travail antérieur attribué à Ascléos, ce dieu de la médecine dans la Grèce antique, à qui on attribuait également des pouvoirs de prophétie. Toutefois, l'astrologue français Eudes Picard, des époques modernes 1 et 2, mérite, à mon avis, c'est très personnel ce que je vous partage là, qu'on lui octroie un certain crédit puisqu'il fait mention de cette remarquable technique dans ses écrits. Alors, voici Eudes Picard et son thème natal. Comme vous pouvez voir, c'est un thème assez dynamique. Eudes Picard est Verseau ascendant Vierge. C'est un astrologue et écrivain français, né le 13 février 1867 à 18h au Mélan et décédé en 1932. Certains sites nous donnent septembre, d'autres novembre, mais le thème, la source du thème vient de Astrothème. Ici, j'aimerais vous faire remarquer quelque chose par rapport au thème. Le Neptune ici est sur mon milieu du ciel. Pluton fait carré à mon Pluton natal. Saturne fait carré à mon Saturne natal. Ces planètes en Verseau font opposition aux miennes. Et sa lune est exactement sur le même degré que la mienne. Alors, c'est peut-être pour ça que je lui octroie un certain crédit ou un certain respect, parce que je trouve que la ressemblance est très forte. Dans son thème, Astrid va sûrement être contente si je dis qu'il y a Mars et Uranus hors limite en maison. Voici comment Eudes Picard, dans son traité d'astrologie judiciaire aux éditions Le Méry en janvier 2032, explique la doctrine des dérivées successives des maisons d'un même thème. Ici, je vous ai mis le lien Internet vers lequel vous pouvez trouver le texte que j'ai inséré dans les diapos, mais il y a beaucoup plus que ça sur le site. Vous allez voir que le langage est différent du langage qu'on utilise aujourd'hui. L'armature de l'astrologie judiciaire repose sur 3 organes essentiels. Les étoiles, les planètes et les maisons, c'est-à-dire sur le corps céleste fixe, mobile, et sur un plan de localisation des phénomènes représentés par 12 secteurs de la sphère ou maison. C'est de ce triple aspect de l'univers que découle le principal règle formant l'essentiel et le mécanisme de la tradition astrologique. Les signes du zodiaque et les planètes ont toujours bénéficié d'une attention particulière. Ils ont pour eux d'être visibles et vivants. Les maisons ne jouissent pas de ce privilège. Je trouvais que cette phrase-là ici était très intéressante dans ses écrits, parce que pour lui, les maisons n'ont pas la même visibilité. Parce qu'il y avait dans le temps beaucoup de monde qui se basait surtout sur les planètes et les signes. De même que l'homme construit des habitations pour ses besoins personnels ou collectifs, de même les maisons astrologiques répondent à de multiples destinations particulières ou générales. Elles traduisent, classées par catégorie, les correspondances les plus variées existant entre l'homme et le monde extérieur. Sous forme de 12 compartiments, elles servent de réceptacle aux êtres, aux choses et à diverses entités. Elles ressemblent à ces vastes magasins pourvus de toutes sortes d'articles et divisés par rayons. Il en vient alors aux maisons dérivées. Par exemple, examinons la maison 4, la 4e maison de la maison 2 et la 2e maison de la 4. Nous dirons que la 2e maison de la 4 signifie l'argent du père et la 4e maison de la 2, le père de l'argent. Vous voyez ici, son interprétation est complètement différente de ce qu'on peut entendre aujourd'hui. Par conséquent, l'idée de paternité attachée à l'argent aura pour fonction principale la faculté productrice de l'argent. C'est le travail dans son acceptation la plus large et la plus noble. Ailleurs, il ajoute, la 5e maison de la 7e signifie les enfants du mariage, c'est-à-dire les enfants nés légalement. Et la 7e, et la 7e de la 5e représente le mariage des enfants. Et il conclut, quand l'astrologue pénètre dans les 144 boutiques des dominifications,
il sait davantage qu'il y trouvera tous les articles pouvant intéresser son client. Mais il sait aussi que ce client n'aura pas besoin de tous les articles à la fois. Il se limitera donc à distinguer ceux qui lui sont nécessaires et rien que ceux-ci. Arrivons à un point un petit peu plus complexe. Les calculs revisités. Dans ma pratique, dans mes enseignements, j'ai toujours eu les mêmes questions. C'est monotone, c'est routinier, on refait toujours la même chose, la 2 de la 7, la 3 de la 7, la 4 de la 7, et ainsi de suite. Alors, je me suis attardé, pandémie aidant, à faire un exercice qui fut quand même assez lourd, de trouver une nouvelle façon de les calculer. C'est sûr que je me suis basé sur mes connaissances en informatique pour que le calcul soit beaucoup plus facile. Alors, mes années d'expérience me permettent d'affirmer que le calcul des maisons dérivées a toujours été un frein majeur à l'appréciation de ce qu'on fait. Trop monotone ou trop compliqué pour susciter chez les non-initiés un certain intérêt. C'est pour cette raison que je me suis attardé sur cette problématique et qu'aujourd'hui, je me permets de vous proposer une méthode de calcul revisitée et simplifiée. Traditionnellement, on devait placer le pouce sur la cuspide. Regardez l'image en bas, c'est très imagé, c'est très fictif sur la cuspide de la maison de départ. J'ai toujours enseigné cette façon de faire plutôt fictive pour calculer ces dérivés. Puis, recommencer ce processus chaque fois que l'on désirait trouver une maison dérivée. Exemple, partant de la maison 7, la maison 8 devient la 2 de la 7, la maison 9 devient la 3 de la 7, et ainsi de suite. Et toujours recommencer. De là, le contexte très monotone. Après un enchaînement d'essais-erreurs, voici donc le résultat de mon travail de recherche. Si l'on part d'un principe très simple, qui est de soustraire 1 à la maison de départ, on réalise que cette opération mathématique devient beaucoup plus cohérente et surtout plus rapide d'exécution. Toutefois, elle demande une certaine adaptation et ou des habiletés en calcul mental. Bon, ici, si j'ai écrit ça, on en a discuté, moi et Marc, c'est que ce n'est pas un principe que je pourrais dire qui est facile. Par contre, quand j'ai utilisé le mot adaptation, pour ceux qui vont vouloir s'y intéresser, il s'agit tout simplement de vous servir du tableau que vous avez reçu, vous basez sur le tableau et vous allez voir que l'adaptation se fait quand même assez rapidement. Pour certains, ça peut être plus long, mais si vous persévérez un peu, vous allez voir que vous allez y arriver. Alors, pourquoi soustraire? En regardant la valeur numérique de la maison de départ, la résultante est toujours inexacte, supérieure d'une maison. Exemple, la deuxième maison de la 7, si je fais 7 plus 2, alors, le résultat est erroné. Toutefois, si la maison 7 est la maison de départ et que je soustrais 1 à ce nombre, 7 moins 1 égale 6, et que j'additionne 2, qui est la maison recherchée, j'obtiens 8 comme résultat. La maison 8 est alors la maison dérivée de la 7. Deux fois, cette opération mathématique est la même pour toutes les maisons. Le tableau maintenant, je vais vous donner une petite explication du tableau que vous avez reçu. J'ai fait un tableau avec toutes les maisons. Le premier carré que vous avez devant vous, c'est la maison 2. Et si vous remarquez bien, la deuxième maison de la 2, 1 plus 2, parce que c'est 2 moins 1, égale 3. Vous avez votre réponse automatique pour toutes les maisons. Maison dérivée de la 3 natale, maison dérivée de la 4 natale, maison dérivée de la 5 natale, et ainsi de suite. Si vous remarquez bien, je vais y revenir avec la diapo suivante, mais si vous remarquez bien, quand la réponse est supérieure à 12, je soustrais tout simplement 12 pour arriver à ma réponse exacte. Alors, dans le premier carré, ou la première case, si on veut, j'ai la 12e maison de la 2, c'est 1 plus 12 moins 12 égale 1.
Alors, la 12e maison de la 2, c'est la 1, l'ascendant. Et ainsi de suite. Plus vous avancez sur le tableau, plus vous vous rendez compte qu'il y a toujours des moins 12 qui s'additionnent. Alors, si vous allez à la maison 12 en bas, vous allez voir que 11 plus 2, moins 12, 11 plus 3, moins 12. Vous avez toujours votre réponse natale automatique, aussitôt que vous cherchez. Alors, sur le tableau que vous avez à l'écran, prenons comme exemple ici que je veux savoir quelle est la 5e maison de la 7, les maisons dérivées de la 7. La 2e, c'est la 8. La 3e, c'est la 9. La 4e, c'est la 10. La 5e, c'est la 11. Alors, les enfants du conjoint ou les enfants de l'union, c'est la maison 11. La 6e maison qui parle de la santé du conjoint, c'est 6 plus 6 égale 12. La 7e maison qui va parler de la relation qu'entretient le conjoint ou ses associés, si on veut, 6 plus 7 moins 12 égale 1. J'arrive à l'ascendant. Et ainsi de suite. Ici, s'il y a des questions, gênez-vous pas. Marc a bien dit tout à l'heure qu'il pourrait y avoir des questions après. Et vous avez seulement qu'à les envoyer à Marc pour qu'on puisse répondre à toutes les questions concernant surtout les calculs. Lorsque le résultat obtenu est supérieur à 12, vous devez soustraire 12 à votre résultat. Voici 2 exemples un peu plus complexes. Alors ici, je veux savoir les problèmes de santé du garçon de mon ami. Alors, comme vous pouvez voir, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait plus que 144 maisons si je prends les dérivés. La maison 11, maison de départ, les amis, 11 moins 1 égale 10, plus 5 les enfants égale 15 moins 12, plus que supérieur à 12 égale 3. Alors, la maison 3, c'est la maison du garçon de mon ami. La maison 3 moins 2, qui est ma maison de départ, plus 6 la santé égale 8. La maison 8 du thème est donc celle qui nous informe des problèmes de santé du garçon de mon ami. Alors ici, je peux y arriver directement en disant 11 moins 1 égale 10 plus 5. C'est sûr que moi, je connais le principe, là. C'est moi qui l'ai développé, alors je sais comment ça fonctionne. Mais quelqu'un qui n'est pas habitué va avoir besoin d'une certaine adaptation, comme je vous ai dit tout à l'heure. Avec un peu de patience, vous allez y arriver, je suis certain. Les parents de mon patron maintenant, comme deuxième exemple. Le patron, c'est la maison 10, le milieu du ciel. Alors, 10 moins 1 égale 9, plus 4 les parents égale 13, moins 12, plus que supérieur à 12 égale 1. Alors, la maison 1, l'ascendant, est donc celle qui met en lumière les parents de mon patron. Alors, à partir de l'ascendant, ici, je pourrais avoir un nouveau thème qui me parlerait des parents de mon patron. Alors, la 2, ça devient les moyens financiers de mon patron, les moyens de communication ou les déplacements des parents de mon patron, ça devient la 3 et ainsi de suite. On va mettre en lien ici, on va toujours partir avec la maison des parents du patron et non son propre thème, ça devient une maison dérivée. L'organigramme. Ici, c'était pour répondre à une question qu'on m'a demandé de faire lors de mon passage à Bordeaux. Josette m'avait demandé si je pourrais trouver un moyen d'afficher les maisons dérivées pour que les gens puissent le voir plus facilement de façon visuelle. Alors, quand j'ai proposé l'organigramme, elle a trouvé que c'était quelque chose de très intéressant. Alors, j'ai continué à développer mon concept. Et lors d'un petit sondage, plusieurs m'ont demandé, surtout les non-initiés de ce concept, s'il serait possible d'avoir une représentation plus adéquate, plus visuelle des maisons dérivées. Suite à plusieurs essais, j'ai jugé qu'il serait pertinent de présenter les maisons dérivées sous forme d'organigramme. Même si cette façon de faire peut sembler, pour certains, novatrice et audacieuse. D'ailleurs, vous remarquerez que ce visuel demeure a priori très intéressant parce qu'il peut servir, entre autres, à établir la filiation générationnelle un peu à l'image d'une arborescence familiale. Commençons par 2 petits exemples.
Vous allez voir, plus tard, c'est un petit peu plus complexe, mais on va commencer par deux petits exemples. Le premier exemple que vous avez, un sujet avec un frère plus vieux, un frère et une sœur plus jeunes. Alors ici, le sujet, qui est la maison 1, le frère aîné devient la maison 11, le frère cadet la maison 3 et la benjamine la maison 5. Vous avez vu ici que pour tout ce qui est des aînés, je vais reculer dans le thème et tout ce qui est les plus jeunes, je vais avancer. Alors, prenons comme exemple que le sujet ici aurait un frère ou une sœur plus vieux. Le plus vieux serait la 9, le deuxième serait la 11, le sujet serait la 1, le frère cadet serait la 3, la benjamine serait la 4. Et on peut en rajouter comme ça indéfiniment. Alors ici, je vais avoir un thème pour le frère aîné, je vais avoir un thème pour le frère cadet, je vais avoir un thème pour la benjamine, la fille. Ici, je ne vous ferai pas de cachette, c'est mon frère et mes deux frères et ma sœur. Deuxième exemple, un sujet et ses conjoints. Le sujet, le premier conjoint, c'est la 7. Le deuxième conjoint, c'est la 9. Le troisième conjoint, excusez, il y a une erreur ici. C'est la 9. Le troisième conjoint, c'est la 11. Le quatrième conjoint, la maison 1, qui est dit l'âme sœur. Alors, ici, encore là, on saute de 2 maisons. Maintenant, on va compliquer un peu les choses. Quand je vous parlais d'arborescence généalogique ou familiale, ici, ce qui est intéressant de regarder, c'est que quand on monte un organigramme comme ça, on peut se rendre compte qu'il y a des affinités qui peuvent se retrouver dans le générationnel. Comme mes cases étaient un peu petites, je ne pouvais pas mettre le signe ou les informations supplémentaires, l'ascendant ou quoi que ce soit. Alors, j'ai simplement mis la maison. Le sujet, la maison 1, la mère, la maison 10, le père, la maison 4. La grand-mère maternelle, la maison 7, le grand-père maternel, la maison 1, la grand-mère paternelle, la maison 1, le grand-père paternel, la maison 7. Alors ici, vous voyez, on est dans l'axe 1-7. Si je monte de génération, on voit ici que c'est 4-10, 10-4, 10-4 et 4-10. C'est ce qu'on appelle une arborescence générationnelle, mais fait à partir de l'astrologie. Encore là, ici, quelqu'un qui voudrait voir un peu l'hérédité de quelqu'un pourrait aller chercher par rapport à une problématique qu'elle connaît ou que le sujet ou le consultant connaît, pourrait aller chercher d'où provient la problématique en regardant les correspondances par rapport aux maisons. Mais ici, on est toujours dans les maisons dérivées. On est toujours dans le thème du sujet. On n'est pas dans d'autres thèmes. Encore là, c'est une raison de plus pour vous dire qu'il y a plus que 144 maisons. Ça se multiplie à l'infini. Maintenant, tout à l'heure, je vous ai dit que le frère, les deux frères et la sœur, c'était ma famille, en fait. Alors ici, j'ai fait un organigramme qui décrit très bien le frère aîné, la maison 11, sa conjointe, la maison 5. Ici, ce qui est intéressant de regarder dans cet organigramme-là, c'est qu'il y a un côté de perception. Mon frère aîné, la maison 11 est en taureau dans mon thème. Moi, je le vois comme un taureau. Il est très taureau, mon frère. Mais c'est un lion ascendant scorpion. Sa conjointe, qui se trouve être la maison 5, l'opposé, elle a les scorpions. Mon frère cadet, qui est la maison 3, ma maison 3 est en vierge. Mon frère n'a absolument rien de vierge dans son thème, mais moi, je le perçois comme quelqu'un qui est vierge à 200%. Sa conjointe, c'est la maison 9. La maison 9 est en poisson, ça ressemble beaucoup. Ma belle-sœur est cancer. Mon frère ici, il est sagittaire ascendant balance.
Ma sœur Benjamin, c'est la maison 5. Son premier conjoint, c'est la 11. Regardez ici, la 11, ces deux types-là sont pareils. Ils se ressemblent énormément. Elle, ma sœur et ma belle-sœur se sont toujours très, très bien entendues. Ma sœur n'est pas scorpion, mais elle a plutôt intercepté en 7. Et ici, j'ai tout inscrit les enfants de mes frères et sœurs. Et j'ai inscrit le deuxième conjoint de ma sœur. Alors, encore là, faire un organigramme familial comme ça peut servir à voir exactement comment moi je perçois l'autre par rapport aux maisons dérivées. Plus tard, vous verrez, quand je vais parler des transits, ici, là, la maison 11 va revenir parce qu'à cause de la conjonction qu'il y a eu de Mars-Uranus le 1er août dernier, sur la cuspide de ma maison 11, ça a activé beaucoup de choses parce qu'il y a la 11 ici, il y a la 11 là, il y a la 5 ici, il y a la 11 là. Ça a activé beaucoup, beaucoup de choses dans mon thème. Ici, je vous ai mis comme exemple les deux princes. Dans le thème de William, son frère cadet Henri, c'est la maison 3 en bélier, ici. Dans le thème de Harry, qui est le plus jeune, son frère aîné, c'est la maison 11 de son thème, qui est ici en Sagittaire. Alors, les deux thèmes des garçons ici, c'est deux ascendants en signe de feu. William est ascendant Sagittaire, l'autre est ascendant Capricorne, mais il y a tout le Verseau intercepté. Et il y a un Mars conjoint Uranus ici en 11 qui est très fort. Bon, les enfants dans un thème féminin et les enfants dans un thème masculin, ici je l'ai inscrit dans la présentation, je trouvais que c'était pertinent parce que les enfants, en fin de compte, c'est toujours discutable. Mais par expérience, en travaillant avec les maisons dérivées, je me suis rendu compte que bien souvent, dans un thème féminin, le premier enfant, c'est la maison 4. Le deuxième, c'est la maison 6 et la troisième, c'est la maison 8. Mais ce n'est pas toujours véridique. Dans un thème masculin, le premier enfant, c'est la maison 5. Le deuxième enfant, c'est la maison 7. Le troisième enfant, c'est la maison 9. Et ainsi de suite. Ici, j'ai inscrit en bas, la maternité est en lien avec la maison 4 et la maison 5, la création ou la créativité. Toutefois, ces principes ne sont pas toujours véridiques. Mieux vaut s'assurer de la conformité et même porter une attention toute particulière aux parents nourriciers. Dans le thème de Diana, si vous remarquez bien, William l'aîné, ici, si je le prends en maison 4, c'est une maison 4 en bélier. Harry, qui est la maison 6, c'est la maison 6 en gémeaux. Deux signes masculins. Alors ici, ça fonctionne, mais par contre, dans le thème de Charles, ça ne fonctionne pas parce que c'est deux thèmes féminins. Mais c'est intéressant de regarder la dynamique et de l'analyser comme ça, puis pouvoir... Moi, je pose toujours des questions par rapport... Quand un client me pose des questions sur les enfants, je veux toujours savoir lequel est lequel est le premier pour voir à quoi correspond. Et bien souvent, ça fonctionne quand même assez bien. Ici, je vous ai mis le thème dérivé de Harry dans le thème natal de William. Alors, le thème que vous voyez à l'écran, c'est le thème de William. Les maisons qu'il y a autour, c'est les maisons du thème dérivé de Harry. Alors, l'ascendant ici est en bélier. La maison 2 est en taureau. La maison 3 est en taureau. La maison 4 est en gémeaux. La maison 5 est en gémeaux. La maison 6, excusez parce que j'en perds un bout, là. La maison 6 est en lion. La maison 7 est en balance. Regardez la mot planétaire ici qu'il y a dans la 9 et la 3. La maison 8 est en scorpion. La 9 est en scorpion.
et le milieu du ciel est en Sagittaire. La 11, ici, est en Sagittaire. Il faut, en plus des signes, prendre en considération les modes, les éléments, les nouveaux maîtres et les aspects quand on veut interpréter un thème dérivé comme il faut. Ici, je dirais que l'ascendant, qui se retrouve en exil en Balance, est quand même appliquant à Saturne, carré la Lune, et je l'interpréterais de cette façon-là. C'est un ascendant de feu, c'est un ascendant quand même fort, mais ça lui fait quand même un Vierge-Poisson intercepté. Maintenant, la partie la plus intéressante, à mon avis, et c'est probablement quelque chose que je vais vous faire découvrir, c'est les transits dans les maisons dérivées. Ça fonctionne extrêmement bien. Ça fait des années que je les utilise. Ça fait des années que je les mets en pratique, puis je trouve donc que ça fonctionne à merveille. Malgré leur efficacité, les transits dans les maisons dérivées ont toujours été négligés ou occultés. Pourtant, leur influence peut être ressentie dans plusieurs domaines de la vie d'un individu ou de ceux qui l'entourent. De fait, que nous sommes en présence d'un nouveau thème sous-jacent au thème principal et que les maisons sont maîtrisées par une ou des nouvelles planètes, leur interprétation est plus complexe qu'au natal puisqu'ils demandent de faire preuve d'une grande ouverture d'esprit. D'ailleurs, composer avec les transits dans les maisons dérivées requiert, comme au natal, que l'on tienne compte en plus des signes, des modes et des éléments, sans négliger pour autant la position natale et la maîtrise de la planète qui transite. Ça demande beaucoup de synthèse. On garde la maison natale dans laquelle la planète transite pour être sûr de son importance dans le thème. Si c'est une planète forte, si c'est une planète dominante, angulaire, si c'est une planète qui est, prenons comme vous avez un thème avec Pluton en Scorpion, c'est sûr et certain que ces transits dans les maisons dérivées vont être beaucoup plus forts qu'un Saturne en Cancer qui va se retrouver en exil. Exemple, si Uranus transite votre milieu du ciel, il bouleversera sans doute votre vie professionnelle. Toutefois, en gardant à l'esprit le concept des maisons dérivées, vous pourriez découvrir que son influence est beaucoup plus diversifiée. Ici, je suis parti avec cet exemple-là pour une raison très simple, puis je vais vous partager une petite anecdote qui m'est très personnelle. Un jour, j'avais une dame qui suivait des cours d'astrologie avec moi. La dame avait 75 ans. Elle attendait pour être opérée au genou. Elle était retraitée depuis 10 ans. Puis elle me dit, j'ai été voir un astrologue qui m'a dit que j'allais changer de carrière. Alors, j'ai trouvé la chose un peu cocasse, un peu drôle, parce que ça n'avait aucun rapport. Mais je lui dis, j'ai dit, ça serait peut-être votre fils qui changerait de travail. Elle dit, bien sûr, il vient de changer de travail. Alors, l'astrologue ici n'a pas tenu compte des maisons dérivées. Il a pris le thème de l'interprétation de base qu'il connaissait pour lui transcrire. Mais la maison 10, c'est la 6 de la 5. Alors, le fils changeait de travail. Étant la sixième maison de votre 5 natale, c'est peut-être votre enfant qui changera de travail ou qui pourra avoir des problèmes de santé. Vous voyez ici, c'est pour ça que je l'ai mis ici, je l'ai traduit ici, j'ai traduit un peu ce que je viens de vous dire. Il peut s'agir d'un déménagement maison 4 de la 7 dérivée des beaux-parents. L'hospitalisation d'un ami, maison 12 de la 11 dérivée, la fin d'une association. Alors, je suis parti avec Uranus, puis ici, je vous ai fait un tableau des autres planètes. Un transit de Jupiter au milieu du ciel en tant que maison 2 dérivée de la maison 9 natale. Votre beau-frère, maison 9, peut faire l'acquisition d'une nouvelle propriété, maison 2, ou vous réalisez votre rêve de vous acheter une maison 2, une maison de campagne, maison 9. Le transit de Saturne au milieu du ciel en tant que maison 5 dérivée de la 6 natale, vous vous sentez interpellé par des ennuis de santé de l'enfant, maison 5 d'un collègue de travail, maison 6. Transit de Neptune au milieu du ciel en tant que maison 7 dérivée de la maison 6 natale, vous êtes témoin d'un vol, maison 7, les ennemis, dans votre immeuble, maison 4.
Transit de Pluton au milieu du ciel en tant que maison 8, dérivée de la 3 natale. Vous devez vous faire opérer, maison 8 au bras, maison 3. Ce qui ouvre la porte à une multitude de possibilités. Ici, je vous ai affiché le thème dérivé de Harry dans le thème de William et je vous ai inscrit les transits du jour. Ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est que les transits du jour, vu qu'on fait la conférence aujourd'hui, le 21, coïncident avec les transits qu'il a vécu dernièrement avec la mort d'Élisabeth II. Alors, les transits sont assez intéressants. Si vous regardez ici, Pluton, ici, il fait un sextilé au milieu du ciel. Ici, le Père, ou semi-carré MC. Semi-sextile à Neptune. Saturne fait un sextilé à la Lune. Alors, Pluton qui transite en Capricorne ici en maison 11. Pluton qui est maître de la 8, ici, fait un sextilé à la maison 4, à la cuspide de la 4, qui est un semi-sextile. Et Pluton fait un semi-sextile à Neptune. Saturne, lui, il fait toujours ici en Verseau. Je l'ai affiché ici, toujours en Verseau. Sur la cuspide de la 12, fait un sextilé à la Lune. La Lune est interceptée ici en 7. Neptune est carré à lui-même. Ici, je vais m'arrêter un peu et je vais vous montrer quelque chose qui est très intéressant. Neptune est à la fin du Poisson, Jupiter est au début du Bélier. Les deux planètes encadrent l'ascendant dérivé ici. Si vous regardez le thème de William, on oublie le thème dérivé, William a Neptune sur la cuspide de l'ascendant, comme ici, et l'ascendant est en Sagittaire. Alors, les deux ont un rapport Jupiter-Neptune. Ça, je trouvais ça intéressant de voir ce doublage-là. Neptune est carré Neptune, mais Neptune est carré Neptune aussi dans le thème à William. Neptune transite à la fin de la 12, tout près de la 3 du thème dérivé de Harry. Et il fait un quinconce à Pluton, ici. Neptune en étant quinconce à Pluton, ici. Pluton est maître de 10 dans le thème à William et de 8 dans le thème à Harry. Jupiter en Bélier, à l'ascendant de Harry, mais en 3 de William, fait un carré à la Lune. Alors, vous voyez, il y a Saturne qui fait un aspect à la Lune, il y a Jupiter qui fait un aspect à la Lune. Jupiter est opposé Mars et il fait un quinconce exact avec la cuspide de la 8, c'est-à-dire la 10 de William et la 8 de Harry. Uranus fait un semi-carré à la Lune. La Lune est toujours touchée ici. Uranus, lui, il transite à la fin de la maison 4. Il n'est pas encore, à la fin de la maison 2, excusez, dans la 4 à William, mais il n'est pas encore rentré en 3. Mars, qui est en maison 7 de William, mais en maison 9, Mars est en maison 7 de Harry et 9 de William, fait un semi-sextile à la maison 8. Exact. Sextilé Jupiter. Vénus, lui, fait un semi-carré à la maison 8. Mercure est conjoint Mercure en transit, ici, par rapport à la boucle. Et il fait carré à la Lune. Alors, les transits dans le thème de Harry, ici, je trouve qu'il parlait beaucoup, qui était très intéressant par rapport à ce qu'il vit actuellement, par rapport à la famille, par rapport au le côté émotif, par rapport à la Lune est en Cancer quand même, il faut quand même lui donner ça. Et la Lune est interceptée dans le thème. On arrive maintenant à une partie, mon Dieu, je vais pas plus vite que je pensais. On arrive à une partie maintenant qui est très intéressante, qui est très peu connue, mais qui fonctionne très bien.
J'ai connu ici à Montréal un astrologue qui était très réputé, du nom de Marc Berriot, qui a écrit sur la Lune noire, aujourd'hui décédé. Il disait dans une conférence un jour que la première impression qu'on avait quand on rencontrait quelqu'un, c'était toujours son descendant. C'était le descendant qui apparaissait en premier. Ce qui est donc conforme à ce qu'on a toujours entendu. Et ça, c'est quelque chose qui m'a resté en tête, puis que j'ai testé, puis je trouvais que toutes les fois, ça fonctionnait bien. Alors, le thème inversé ici que j'ai mis à l'écran, vous voyez, l'ascendant se trouve être la maison 7, mais là, ici, c'est des maisons égales. La maison 2, ici, de la 7, c'est la 8. Alors, c'est le thème inversé complètement. Partant du principe qu'en astrologie, tout est question de projection. Inverser le thème astral, le descendant devient le nouvel ascendant. Permet de trouver cet autre moi. Fruit de mes années d'expérience comme consultant, je crois sincèrement que cette façon de regarder le thème astral d'un individu génère, dans la plupart des cas, des réponses inattendues, même surprenantes, d'une image qu'il projette sur son entourage, en plus de témoigner d'une panoplie d'informations de son évolution personnelle. Ici, je vais vous présenter quelques livres. Alors, le premier livre, le premier ouvrage que j'ai trouvé, c'est le livre de Pierre Lassalle, L'astrologie relationnelle. Alors, Pierre Lassalle, c'est un écrivain que tout le monde connaît, ou la plupart des gens connaissent Pierre Lassalle dans le domaine astrologique. Autant d'astrologie, de psychologie, de sciences humaines et de spiritualité. Il ouvre la porte à une interprétation différente du descendant dans son livre. Alors, extrait de la page 31 que j'ai trouvé dans le livre que je vous ai transcrit, la maison 7 montre ce que vous projetez de vous-même sur autrui et par réaction, le type de personne correspondant à cette projection. La maison 7 est le reflet d'une partie de notre être, complémentaire de notre partie exprimée et consciente, que l'on cherche à l'extérieur de soi alors qu'elle demeure à l'intérieur. C'est l'interprétation que lui en fait. J'ai trouvé un livre à Bordeaux que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Ça, je vous le suggère beaucoup, là, si ça vous tente de lire une retranscription d'atelier, d'un astrologue qui, d'après Marc, a déjà fait une conférence pour la FDAC, qui s'appelle Xavier Aubert. C'est un livre qui est très du jour, comme on dit. Il parle beaucoup de l'effet miroir en astrologie, mais j'ai trouvé un passage dans son livre qui est très intéressant. Alors, ce type, c'est un homme de lettres, astrologue, écrivain, journaliste et enseignant de yoga et de méditation. Il exprime plus clairement cette pensée dans son livre. Alors, j'ai mis ici l'extrait de la page 85 pour faire un début. On tend à avoir une plus grande facilité à s'identifier à notre maison 1. Elle a à voir avec notre moi très spontané. Ce mystère de l'ascendant nous met en relation avec notre enfant intérieur. Le signe à l'ascendant symbolise avec justesse la première impression que l'on fait sur les autres. Dès que l'on est en relation avec les autres, on active aussi notre descendant. On s'en rend compte par le type de personne ainsi que les situations de vie qui nous attirent. Autrement dit, qui incarne le genre d'expérience que l'on a envie de vivre avec autrui. Le descendant nous propose ainsi des situations qui sont autant d'occasions rêvées de mettre en pratique le miroir afin de parvenir à intégrer dans notre identité consciente des qualités et caractéristiques opposées à celles qu'au départ on avait l'impression d'avoir. Maintenant, l'extrait de la page 86 est beaucoup plus déterminant. Si l'on réfléchit à la situation de vie, je m'excuse parce que j'ai une fenêtre qui cache ici, là, qui cache mon texte.
fréquente et banale où l'on est en relation avec des personnes et à l'inverse de notre thème. En mettant notre descendant à l'ascendant, un nouveau thème se présente sous nos yeux. Et là, il s'agit non plus de nous-mêmes en général, mais de nous-mêmes comme êtres sociaux et relationnels, impliqués dans des situations sociales et relationnelles. Dès lors, dans cette optique-là, le début de notre descendant et le signe en particulier qui s'y trouve devient notre signe ascendant dans le cadre de nos relations avec les autres. Cela peut être ainsi une manière de nous aider à intégrer ce signe. Il ne représente pas seulement ce qui nous attire chez les autres, il reflète quelque chose que l'on porte en nous-mêmes et d'ailleurs que les autres nous renvoient, perçoivent en nous. Cette pratique, cette façon de faire, ça fait des années que je la mets en pratique dans mes consultations et je vous dirais que ça fonctionne très, 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 très bien. Surtout pour les personnes qui ont beaucoup de planètes au descendant. C'est beaucoup plus facile à voir. Par contre, quand on arrive avec cette situation, bien souvent, on va révéler à la personne quelque chose qui pour elle était complètement dans son inconscient, si on veut, elle ne réalisait pas à quel point elle pouvait projeter ce genre de personnalité chez les autres et tout. Prenons comme exemple ici, je vais vous donner un exemple simple avant de passer aux exemples que j'ai mis dans les diapos. Prenons un ascendant Gémeaux avec un descendant en Sagittaire, avec un Jupiter en Sagittaire. Ça devient quelqu'un qui peut être très social, très protecteur, très enjoué, quelqu'un qui peut avoir un rire un peu éclatant, une personnalité qui publiquement laisse paraître qu'elle est très optimiste, très au-dessus d'elle-même. Mais si vous regardez son ascendant en Gémeaux, puis surtout avec un Mercure comme j'avais dans le thème, c'était quelqu'un qui avait l'impression d'être très effacé. Elle ne réalisait pas à quel point elle pouvait prendre de la place ou être quelqu'un d'important en public. J'ai 3 exemples à vous présenter qui sont assez révélatrices, merci. Le premier, c'est le thème d'Alain Krivine. C'est un thème que Marc nous a envoyé et je trouvais que ce thème-là parlait énormément bien ou extrêmement bien, prenez-le comme vous voulez, dans le cas des maisons dérivées. Ici, je prends en compte toutes les nouvelles maisons pour l'interprétation. Ce thème est très révélateur de la personnalité publique d'Alain avec cet ascendant inversé bélier avec Mars en 1. Il a consacré sa vie à la politique, milieu du ciel inversé en Capricorne, dirigeant de la ligne communiste révolutionnaire pendant 30 ans, la maison 11 au Verseau, le maître conjoint Saturne en maison 3. Il fut secrétaire de rédaction chez Hachette. Alors ici, je l'ai mis un peu plus grand pour que vous puissiez bien voir. Si vous regardez bien le thème ici, vous avez un thème de quelqu'un au premier abord que vous allez interpréter comme sa personnalité, son moi intérieur ou son moi effacé, si on veut l'interpréter ainsi, avec un ascendant en balance. Vénus, ici, est en Lion, sur la cuspide de la 11, conjoint Pluton, opposé à la Lune en 5. Mais ce Neptune en 12, conjoint à l'ascendant, ne nous donnera pas ce fonceur, ce révolutionnaire. Par contre, si j'inverse le thème, je me retrouve avec un ascendant bélier avec un Mars exactement sur la cuspide de l'ascendant. Je me retrouve avec un milieu du ciel en Capricorne. Je me retrouve avec Uranus et Saturne sur la cuspide de la 3 inversée, si on veut, et qui est la 9, parce que là, on est dans le même axe. Mais si on regarde bien ici, Saturne est maître de 4 et Uranus est maître de 5. Mais quand on prend le thème inversé, c'est maître de 10 et de 11. Alors, le côté social, le côté, les groupes, le révolutionnaire qu'il était. Ce thème-là nous parle beaucoup de la façon
qui projetait sa personnalité publique. Mais dans son thème natal, on n'aurait pas pu voir ce côté-là si on n'inverse pas le thème. Par contre, on aurait eu des indications qui nous auraient amené, bien sûr, à faire une interprétation comme Mars sur le descendant, quelqu'un qui est très porté à défendre l'autre et à foncer pour l'autre, etc. Comme Uranus et Saturne sont conjoints sur la cuspide de la 9, avec un Jupiter en Gémeaux, c'est très fort aussi. Mon deuxième thème, c'est un petit peu moins drôle, mais il est très intéressant aussi. C'est Ghislaine Maxwell, que tout le monde connaît, ou j'espère que tout le monde connaît, fille de mania de l'édition et fraudeur Robert Maxwell. Très mondaine avec un Jupiter au milieu du ciel natal et un fond du ciel inversé, le vert. Par contre, ici, vous voyez, j'ai une personne ascendant Gémeaux avec un descendant en Sagittaire. Mercure, qui est le maître de l'ascendant et de la 5, et de Mars, maître de la 12, sont tous les deux ici, Mercure et Mars sont tous les deux hors limite sur la cuspide de la maison 8 natale. Ici, ça parle beaucoup de tout son côté de sa vie, de sa sexualité, mais ça parle aussi de son besoin de pouvoir, besoin d'argent et de l'argent, inversé de la conjonction Uranus-Pluton sur la cuspide de la maison 11, font la démonstration de son besoin de puissance. Quand elle a été arrêtée en 2020 à son retour de Saturne, Saturne est maître de la 8 et de la 9, Uranus, maître du milieu du ciel, était carré Jupiter, maître d'ascendant. Quand on en est à 20 ans de prison le 28 juin 2022, Pluton, maître du Scorpion intercepté, transitait sur Saturne, maître de 8 natal et de 2 inversé. Alors ici, quand vous regardez le thème de Ghislaine Maxwell, c'est un peu la même chose que je vous disais tout à l'heure. C'est un ascendant Gémeaux de nature, avec aucune planète à l'ascendant. On peut dire que c'est quelqu'un qui est très porté vers les autres, mais si vous regardez bien, par exemple, elle a quand même Mars, Soleil sur la cuspide de la 8. C'est un nouvel ascendant qui est en Sagittaire. C'est un Neptune en 12, mais intercepté en Scorpion. C'est des indications qui, dès le départ, sont très fortes. Son nouveau milieu du ciel est en Lion. Le premier était en Verseau. Alors, on sait que c'est une femme qui était très, très, très publique, qui se basait beaucoup, beaucoup, beaucoup sur ses contacts pour organiser des fêtes, mais elle avait ce côté un peu tordu, si on veut, de la vie. Mais dans son thème natal, Mars, Soleil et Mercure étaient quand même en 8. Mais elle a une 8 en Capricorne. On ne peut pas dire que c'est un signe qui est hop la vie, là. Mais c'est très significatif quand même. Alors, beaucoup de planètes sur le côté de la maison 7. Inversé, ça nous donne une personnalité qui est beaucoup plus flamboyante que d'avoir un ascendant Gémeaux, avec un Mercure ici qui se retrouve en Capricorne. Le troisième thème d'exemple que je vous ai choisi, Adolf Hitler. Pourquoi Adolf Hitler, vous allez comprendre tantôt, c'est que je trouvais que ce thème-là, c'était un peu la même dynamique qu'on avait avec Alain, ses 2 ascendants balance. Lorsque le thème est vu sur ce nouveau regard, on découvre une personnalité fascinante avec 4 planètes à l'ascendant. Inversé, je parle. Mercure, le Soleil, Vénus et Mars. Cet agitateur politique, nouveau MC au Verseau, qui rêvait de faire une carrière artistique le milieu du ciel natal en Lion, se dévoile beaucoup plus clairement sur le regard de cette inversion. Ne dit-on pas que c'est de l'être impliqué dans des situations sociales et relationnelles qu'il est question? Sans négliger le côté sombre de sa personnalité avec cette conjonction Neptune-Pluton en maison 8 natale, qui se retrouve en maison 2 inversée, l'axe des valeurs. Mars est devenu hors limite en progression. Il avait 45 ans. Ici, j'ai sorti les données. Astrid va être contente parce qu'elle aime beaucoup ces données-là.
Mars, il est devenu chancelier du Reich le 30 janvier 1933 et il est décédé par suicide supposément le 30 avril 1945. L'année qu'il est devenu chancelier, Mars est devenu hors limite. Ici, dans le thème, le thème inversé, j'ai un ascendant bélier avec un Mars à l'ascendant et une Vénus à l'ascendant. Regardez l'amas planétaire que j'ai en 1 ici. Tandis que le thème natal, lui, j'ai un ascendant balance d'une personne très charmante. Mais son premier milieu du ciel était quand même en Lion. Il rêvait de faire une carrière artistique, mais avec Saturne en 12, Saturne en 10, ça n'a jamais fonctionné. Et son Mars est devenu hors limite à 18 degrés du Gémeaux en maison 8. Et il est mort lorsque le Soleil et Mars se sont retrouvés pratiquement sur le même degré. Mars hors limite, conjoint Soleil à 23 Gémeaux, toujours en maison 8. Ce thème-ci, encore là, si j'ai choisi ce thème pour vous donner un peu l'interprétation, je trouvais qu'il y avait beaucoup de planètes au descendant, très peu de planètes à l'ascendant, même si j'ai un ascendant balance, ça me donnait quand même une Vénus qui était en 7, carré Saturne, opposé Uranus. Ça me parlait beaucoup de sa vie, de son enfance et tout. Quand on lit un peu sur la personne, ça n'a pas toujours été évident, non? Son enfance, je parle. Mais il demeure quand même que quand on regarde tout le côté tordu de la personne, le côté, ce qui dégageait, la façon qu'on le perçoit, la façon que tous les documentaires, tous les films qui ont été faits sur lui ont beaucoup mis en évidence beaucoup plus le thème inversé que le vrai thème. Même s'il y avait Uranus en 12, là, presque conjoint à l'ascendant, il y avait quand même une dynamique qui était beaucoup plus forte de l'autre côté. En conclusion, enfin, intégrer ce concept des maisons dérivées ou thèmes dérivés à votre travail astrologique peut être un excellent moyen de constater tout ce qui est dissimulé au cœur même d'un thème astral. Et puisque cette technique ancienne est accessible, imagée, concrète et irrationnelle à la fois, sa pratique est en sympathie spontanée avec l'intelligence intuitive. De plus, elle peut devenir un incontournable pour celui qui désire faire un travail d'analyse appliqué ou une étude prévisionnelle minutieuse et exhaustive. Ici, je vous affiche la journée, j'ai une rencontre dédicace programmée le mardi 6 décembre à la librairie Le Monde d'Uranie lors de mon passage en France. Je serai là en même temps pour faire soit une petite formation conférence, mais je serai là surtout pour rencontrer les gens. Alors, je n'oublie pas pour venir me voir. On est maintenant prêt, Marc, à passer aux questions, si questions il y a. Et bien sûr, merci. Merci, Richard. Ça fait plaisir. Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est le moment de poser les questions, si vous en avez. Ça peut être intéressant maintenant. Voilà, alors je pense qu'il va falloir attendre que les gens atterrissent, n'est-ce pas? Qu'on se remette un petit peu quand même de nos émotions, si j'ose dire. J'ai une petite question, c'est Liliane. Liliane, oui, allez-y. Oui. Moi, j'utilise, ça va lancer la discussion, mais j'utilise cette maison dérivée pour les jumeaux, pour les thèmes de jumeaux qui sont nés forcément à la même date. Donc, à ce moment, est-ce que vous l'utilisez aussi quand vous avez des clients qui sont triplés ou jumeaux? Absolument. Je trouve que ça fonctionne très bien, très, très, très bien avec les jumeaux. Quand on prend les jumeaux, on va prendre un exemple, ma chère dame. Si j'ai le plus vieux, je vais prendre l'ascendant. Le plus jeune, ça va être la maison 3. Si j'ai le plus jeune,
je vais prendre la maison 3 comme ascendant, puis je vais garder l'ascendant comme le plus vieux qui se trouve à être comme la maison 11, si on veut, de la 3. Mais je vais garder la même chose. Et je trouve que ça fonctionne très, 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 très bien. Quand on regarde le thème des jumeaux, il y a une chose aussi qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'il faut penser à l'écart de temps que les enfants sont venus au monde. Parce que si le temps est un petit peu long, il va y avoir un décalage d'1 an, 2 ans dans tout le côté prévisionnel à cause des directions d'arc solaire qui bougent différemment de un à l'autre et des progressions secondaires. L'ascendant va être un petit peu plus lent. Moi, j'ai eu souvent des jumeaux, puis j'ai toujours regardé que le deuxième, bien souvent, lui arrivait la même chose, mais 1 an plus tard. Mais vous avez parfaitement raison, les maisons dérivées. Est-ce que vous utilisez le thème dérivé comme j'ai parlé tout à l'heure? Alors, oui, j'utilise le thème dérivé. Alors, je débute, alors je fais peut-être pas assez régulièrement, puis on n'a pas beaucoup de jumeaux quand même. OK. Alors, si vous prenez le thème dérivé, vous allez prendre la 3, vous allez prendre la 4, et là, vous pouvez vous servir du tableau que je vous ai donné pour aller directement à la maison que vous avez besoin. Vous prenez tout simplement le tableau, les maisons dérivées de la 3, puis vous allez arriver directement sur la maison recherchée, sans avoir à calculer, comme je disais tout à l'heure, la 4 et la 2, de la 3 et ainsi de suite. Le tableau, vous allez arriver directement. Mais prenez toujours en considération les maisons dérivées de la 3, autant comme la 7 et tout ça, la carrière, c'est toujours intéressant. Oui, c'est intéressant. Sur le caractère, en tout cas, j'ai constaté que ça fonctionne sur le tempérament. Ça fonctionne beaucoup sur les prévisions, ça fonctionne beaucoup. Mais il y a aussi, si vous permettez, il faut faire attention aussi qu'il ne faut pas que ce soit, si c'est 2 signes, ça arrive sur ces 2 signes. L'ascendant de 1 est à 29, puis l'autre tombe dans l'autre signe. Faites attention parce que le 29 degrés, ça devient un degré anarétique ici, là. Oui. Alors, il y a une problématique. Oui. Et les deux signes peuvent jouer du coup. Oui. Voilà. Comme on a vu au Mexique des jumeaux venir au monde, un le 31 puis l'autre le 1er. Oui, c'est ça. Oui. Merci pour votre question. Merci. On continue? Oui. DB dit, voilà, je n'ai pas compris pourquoi le frère aîné est la maison 11 et la sœur Benjamin la maison 5. C'est parce que la maison 11, on recule, c'est la maison supérieure. Alors, l'ascendant, la 12, on monte toujours de 2. Puis pour la suite, l'ascendant, c'est moi, la 3, c'est mon frère plus jeune, puis plus jeune que moi, puis ma sœur, c'est la maison 5. S'il y en a un autre, ça sera la 7, la 9 et ainsi de suite. C'est exactement comme les conjoints. S'il n'y avait pas eu de petit frère, la sœur Benjamin aurait été la maison 3. Exactement. Mais ce qui est intéressant dans ce que j'ai proposé tout à l'heure, c'est que vu que mon frère le plus vieux se trouve être le taureau, puis ma sœur se trouve être le scorpion dans le même axe, ces deux-là s'entendent très bien. Parce qu'on est dans le même axe. J'ai déjà fait faire l'exercice par une étudiante, puis elle a trouvé que ça avait beaucoup, parce qu'il était plusieurs chez eux, elle les a pris par axe, puis elle trouvait que oui, celle-ci s'entend mieux avec celle-là parce qu'il y avait la même axe, inversée. Alors, oui, il faut quand même que je dise une chose, c'est qu'il y a un truc qui m'a fait sourire, c'est qu'à un moment, tu as dit les différentes maisons pour les conjoints, premier, deuxième, troisième, tu as dit que le 4e conjoint, c'était l'âme sœur. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, si on n'en est qu'à la première ou au premier, on a encore 3 de marge pour atteindre le bon ou la bonne. On va balancer les 3 premiers pour arriver au 4e. Voilà. Je sens qu'on va bien mettre le bazar dans les couples là, ce soir, tu vois. Ouais. Non, c'est parce qu'on dit que c'est l'âme sœur, parce qu'on revient au thème initial, qui est l'ascendant, qui nous ressemble, ça devient comme c'est pour ça qu'on dit, il y a une expression qui dit que ça devient l'âme sœur.
Alors, cette notion d'âme sœur, est-ce qu'on peut la retrouver aussi dans la maison des amitiés? Parce que au-delà de l'amour, il y a des amis avec lesquels on est en connexion de façon presque intuitive et immédiate. Il y a une analogie sans doute. Absolument. Tu as parfaitement raison, parce qu'en réalité, c'est quoi la maison des amitiés? C'est une case de la vie dans laquelle on va se confier à cette personne-là, bien souvent, beaucoup plus qu'au conjoint ou à la famille ou aux frères ou aux sœurs, parce que ça devient comme quelqu'un qui est beaucoup plus précieux. C'est quelqu'un qui est extérieur à soi. On peut lui raconter tout, 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 tout. D'autres questions? Mais Astrid qui confirme cette théorie, sinon les questions, nous attendons vos questions. Astrid confirme ma théorie. J'aimerais un là, Astrid. Oui. Enfin, voilà, la voilà qui apparaît. OK. Oui, parce que tu dis que le premier enfant d'une femme, c'est la maison 4. Oui. Et moi, ma maison 5 en poisson, ma maison 4 en Verseau. Oui. Et ma fille a 4 planètes en Verseau, Soleil, Lune, Mercure, Saturne. Oui. Donc, ça colle complètement. Bravo. C'est pour ça, Astrid, je trouve intéressant, on va faire une parenthèse si tu veux bien. C'est pour ça que quand on regarde dans la littérature astrologique, les enfants, c'est toujours la maison 5. Mais c'est faux parce qu'en réalité, si on y va par maison dérivée et qu'on regarde comme il faut, moi j'ai l'impression que Diana, elle avait ce côté qui était beaucoup plus, elle voulait probablement avoir des garçons, c'est 2 signes masculins. C'est ce que je pense. Tu sais, ça peut être cette opinion-là. Mais j'ai eu une consultation en fin de semaine dernière, puis la dame avait la maison 5. Non, la dame avait la maison 4 en Lion, puis son garçon était Lion. Alors, tu vois, je suis parti de là et je suis allé chercher la fille après parce qu'elle voulait que j'y parle de sa fille. Et c'est là que je suis arrivé avec une maison 6 avec Neptune en 6, puis c'est là que j'ai dit qu'elle était très dépressive, qu'elle avait des gros problèmes de personnalité, puis ça tombait pile dans tout. C'est intéressant, mais c'est pas toujours comme ça. Des fois, c'est la 5, mais la plupart du temps, ça fonctionne. Oui, c'est curieux, mais là, franchement, ça marche bien, parce que j'ai pas de planète en Verseau, à part Chiron, mais bon. Hein. Par contre, j'ai ma fille là qui tombe en plein, elle remplit toute ma maison 4. Par contre, en tout cas, j'espérais que tu sois là. As-tu trouvé intéressant quand j'ai parlé du Mars hors limite de Hitler, qui est venu hors limite en 1933 quand il est devenu dirigeant du Reich, le chancelier, là, puis qui est resté hors limite jusqu'à son décès? Ça, je trouvais ça très, très, très intéressant. Puis ce Mars-là, il est très, très puissant dans son thème. Oui, mais c'est assez courant, en fait, d'avoir Mars hors limite. Moi, j'ai Mars hors limite aussi. Oui, mais lui, il l'avait en progression. Ah. En progression secondaire. Il ne l'avait pas au natal. Il est devenu exactement l'année qu'il est devenu chancelier. Mais tu avais mis un autre thème avec Mars et Uranus hors limite. Mars, Uranus, c'est Eudes Picard, l'astrologue. Ah oui, ben justement, j'ai retrouvé son livre. Ah, tu l'as, le livre? Ici, il est trop cher. Oui. Ah. En effet, il parle bien de maisons dérivées et tout, je ne m'en souviens pas. Je ne me souvenais pas, il y a le tableau là avec toutes les maisons. Oui, exactement, c'est son tableau. Ah. Oui. Et donc, lui, il avait Mars Uranus hors limite. Et en plus, c'était en maison 10. Oui. Donc, il a beaucoup travaillé. Mais il y avait beaucoup de planètes en Verseau aussi. Ah oui, ça, j'ai oublié. Bon. Oui, il y avait beaucoup de planètes en Verseau. Absolument. Et c'est un homme que je trouvais qui était très intéressant. Puis c'est pour ça que je disais que la paternité pourrait lui revenir parce que quand on regarde les écrits, il faut aller très, très, très loin dans le temps ou on peut partir de 1930. Tu vois, il a publié son livre en janvier 1932 et il est mort à l'automne. Il n'a même pas vu le succès de son livre, en fait. Puis il se vend encore. Et c'est sûr que sur Internet, il est très cher, là, mais il se vend encore.
Ah oui, moi je l'ai encore avec au crayon, les francs belges, donc je l'ai depuis très longtemps. Bon. Je pense que ce n'est pas Thérèse et Véronique qui vont me contredire, mais quand vous avez des bouquins comme ça dans les bibliothèques, conservez-les précieusement. C'est de précieuses reliques, si j'ose dire. Oui, puis oui, comme... c'est bien de nous rappeler de les relire, parce que pour finir... Ouais. Les livres que j'ai parlé, Marc, je pourrais rajouter aussi que les dames de la librairie Le Monde d'Uranie sont au courant. Je leur ai envoyé un petit message pour leur dire que les gens qui vont vouloir avoir le livre, surtout l'effet miroir, de contacter la librairie Uranie, ils vont se faire un plaisir de les servir. Que ce soit celui-ci ou que ce soit pour les maisons dérivées ou même les miens. Je ne suis pas là pour vendre mes livres, là, mais les dames vont se faire un plaisir de vous servir. De Xavier Habert. De Xavier Habert, oui, exactement. Le livre, ce livre-là, là, il est très, très, très intéressant. Je l'ai payé 17 €. Je le sais que dans la base de données à la librairie, ils l'ont dans leur base de données, mais c'est un livre à lire. C'est une retranscription d'un atelier qui a été donné en mars 2013. Et c'est dans le cadre des mouvements astrologiques humanistes de Nantes. Et c'est très intéressant. C'est très bien écrit, c'est très intéressant. D'ailleurs, à ce propos, on avait fait la critique pour une gazette de ce livre-là. Ah oui? Oui. Alors, vous le connaissez alors? Oui. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi à dire que c'est un livre qui est intéressant? Oui, très intéressant et qui peut aussi dérouter quand on fait une astrologie classique, quoi. Oui, mais moi je trouve qu'il est très au goût du jour en fait. Oui. Il est assez facile de compréhension. Oui, parce que c'est une discussion. Hein? C'est une discussion et donc oui. Une fois qu'on rentre dans le livre, on travaille en même temps, quoi, c'est ça. Oui, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, moi je le suggère parce qu'il est très intéressant de regarder. Et c'est dans ce livre-là que j'ai trouvé ce fameux passage des thèmes inversés. Puis les thèmes inversés, pour moi, c'est très, très, très intéressant. Puis les thèmes inversés, je pourrais rajouter aussi que moi, je suis Lion ascendant Lion. Et on m'a toujours dit que j'étais quelqu'un de très indépendant, mais j'ai la 7 en Verseau. J'ai la 8 en Verseau. Alors, vous voyez, le côté indépendant de ma personnalité, publiquement, il ressort beaucoup. Mais en fait, j'ai le côté lion aussi qui est là, mais c'est plus personnel, si on veut. Tandis qu'il y a des lions qui vont prendre beaucoup de place, puis bien souvent, ils vont avoir les planètes aux descendants. Cette notion d'effet miroir, elle est extrêmement importante, et pas qu'en astrologie d'ailleurs. Hein. Mais oui, c'est... L'effet miroir, Marc, là-dedans, il parle beaucoup de l'effet miroir des nœuds, de l'axe des nœuds. Puis il nous ramène souvent au fait que on a dans l'astrologie souvent tendance, quand il nous arrive une épreuve, de retourner à notre nœud sud. Puis c'est ça qui appelle l'effet miroir. Au lieu de s'en aller tout le temps vers notre nœud nord, on est souvent rattrapé, si on veut, dans la vie, puis ça nous tire vers le bas, puis ça nous tire vers le nœud sud. Mais même, je veux dire, dans un petit peu, si j'ai bien compris, dans ce qu'a dit Xavier là-dedans, c'est que le comportement qu'on a par rapport aux autres est aussi lié à ce que les autres nous renvoient de nos propres absolument. actions. Oui. Mais la perception que les autres ont de nous, bien souvent, la première impression, c'est souvent notre descendant. Quand on nous connaît davantage, là, on va être beaucoup plus l'ascendant de notre thème. Parce que ça ne faut pas dénaturer l'astrologie quand même. C'est intéressant. Alors, il y a Françoise qui dit dans certaines façons d'étudier les places de la fratrie, on considère que le numéro 4 équivaut au numéro 1 et le 5e enfant au numéro 2, etc. Je n'ai pas compris. Eh bien, je dois dire que si Françoise pouvait nous éclairer un petit peu, ça m'arrangerait. Est-ce qu'elle est là?
Ah ben, elle a posé la question. J'ai intérêt à ce qu'elle soit là quand même. Je pense qu'elle devrait être là. Si elle est d'accord pour nous éclairer un petit peu sur la question. Parce que quand j'ai écrit dans le texte qu'il faut faire attention souvent aux parents nourriciers, c'est quand il n'y a seulement qu'un parent. Bien, il faut voir aussi quel est l'impact du parent dans le thème de l'enfant. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il y a un regard à acheter là-dessus intéressant. Parce que souvent, comme disait Astrid tout à l'heure, ça fonctionne très bien avec la 4, mais d'autres fois, on va aller plus vers la 5. Si je puis me permettre, justement, puisque tu abordes le sujet là, Richard, il fallait que j'ai le temps de regarder les thèmes de ma famille. Et je me suis permis de regarder le thème de mon frère et de ma belle-sœur qui ont deux filles. Et justement, chez eux, c'est assez rigolo puisque, comme tu dis, c'est inversé. C'est-à-dire que c'est chez mon frère, le père, où je reconnais ma première nièce dans la maison 4, puisqu'il il a Uranus en maison 4, et c'est une Verseau avec Uranus sur l'ascendant Bélier. Donc, plus. Voilà. Je t'arrête 2 minutes. Tu viens de dire un mot qui est très important pour tout le monde. Tu viens de dire dans lequel je reconnais. Oui. Tu comprends? Là, c'est la perception que toi, tu as par rapport à l'astrologie puis les enfants. Enfin, là, ça reste relativement objectif, puisque Uranus, Verseau, avec Uranus sur l'ascendant, voilà, c'est un fait, c'est pas moi qui la reconnais. Voilà, elle est née comme ça. Et je termine justement, et chez sa mère, Uranus est en maison 5, justement. Or, là où je te rejoins, où je voulais justement appuyer ton propos, c'est que dans le couple de mon frangin, clairement, le parent nourricier, c'est-à-dire celui qui a le côté maternant, c'est mon frère, c'est pas ma belle-sœur. Okay. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important, ce que tu as dit là, de reconnaître le parent nourricier, parce que justement, dans les couples actuels, la désignation genrée des rôles parentaux tend à disparaître ou à s'inverser ou à devenir, en fonction plus de la personnalité des parents, plus que des rôles traditionnels. Et donc, du coup, je pense que c'est important vraiment d'appuyer sur cette notion de parent nourricier et pas forcément de père ou de mère, puisque faudrait que je regarde chez mes autres amis qui, en fonction de leur thème, mais bon, évidemment, je peux pas faire ça tout de suite. Mais là, en l'occurrence, celui qui était le plus évident pour moi, ça m'a sauté aux yeux ce que tu venais de dire, justement, le rôle du parent nourricier. Dans le couple parental de mon frère, c'est lui, le père, qui a ce rôle nourricier, tandis que ma belle-sœur, sa femme, c'est elle qui est plus dans l'autorité, qui a plus le rôle traditionnel du père. Donc, du coup, peut-être justement pour appuyer ton propos par rapport à ça. Parce qu'il faut aller chercher beaucoup le côté cancer, hein, le côté familial, le côté maternant et tout. Mais souvent, le père va être beaucoup plus maternant avec ses enfants que l'épouse, si on veut. Et là, c'est le cas. Donc, du coup, effectivement, ça rejoint tout à fait ce que tu dis. C'est que dans un cas où on n'est pas sur cette assignation des rôles parentaux traditionnels, et ça se tend, enfin, ma génération et celles qui suivent, ça tend de plus en plus à disparaître. Donc, du coup, on retrouve vraiment ceci dans le thème astral selon le couple. Après, ce serait intéressant de voir s'il formerait un nouveau couple et que là, sa nouvelle femme serait plus. Ce serait intéressant de voir si ça s'inverserait. Mais bon, on est dans l'expectative, on n'est pas dans les faits. Mais ce qui est important de comprendre dans toute la présentation que j'ai faite, c'est qu'il faut sortir du terme les maisons dérivées. Ça, je pense que tout le monde a été un petit peu d'accord de ce que j'ai entendu, autant pour la première question qui était les jumeaux, autant le commentaire d'Astrid. Il faut sortir de ce terme-là qui est limitatif, qui est les maisons dérivées, on parle du thème dérivé. Moi, j'aime mieux parler d'un thème dérivé que des maisons dérivées, parce que les maisons dérivées, ça nous dit après, c'est pour ça que les gens disaient, mais ça donne quoi? Tandis que quand tu parles d'un thème dérivé, tu vas prendre le thème dans son entier. Justement, c'est une question peut-être un peu rhétorique, mais est-ce que tu penses que c'est peut-être un peu de la masturbation intellectuelle, mais est-ce que pour toi, la maison, quand on parle de maison dérivée, est-ce que c'est pas la maison en soi qui finalement comporte tout ça? Je sais pas comment, je suis en train de m'embrouiller dans ma question. Oui.
Non, non, mais vas-y, suis ta Mais piste. en fait, est-ce que c'est le fait qu'elle soit dérivée de la maison ou est-ce que c'est la maison en soi qui correspond justement à tout ce qu'on met dedans avec les maisons dérivées, tu vois? Est-ce que c'est une façon de retrouver tout ce qu'il y a dedans ou est-ce que tu vois ce que je veux dire? Enfin, j'ai l'impression de me perdre un La, petit peu. la maison dérivée met en relief la maison initiale. Voilà, c'est ça. Voilà. Est-ce qu'en fait, finalement, c'est pas une façon de retrouver tout ce qu'il y avait de base dans la maison? Tu vois ce que je veux dire? Ta question est très intéressante. C'est ce que j'ai mentionné lorsque j'ai parlé des transits. Les transits, il faut regarder dans le thème natal qu'est-ce que représente la planète. Avant de le mettre sur la sellette puis dire Youpi, aura, c'est comme ça, il faut regarder comme dans toute chose. Quand tu vas faire une maison dérivée, prenons un exemple, tu as une maison dérivée, la maison 2 dérivée se retrouve en vierge, admettons, comme exemple. Bien, il faut aller chercher elle est où, cette maison dérivée-là, par rapport au natal. Il faut aller chercher le maître du natal. Et c'est pour ça que ça devient complexe, mais ça devient aussi un travail très intéressant parce que ça nous pousse à aller beaucoup plus loin dans notre interprétation. Et c'est ça qui fait toute la différence. Prends l'exemple de quelqu'un qui a une maison 7 en Sagittaire. Il va avoir une maison 7 en Sagittaire, il va avoir une maison 8 qui va être en Capricorne automatiquement. Mais est-ce que, si tu prends ça comme ça, est-ce que la maison 5 dérivée, si on prend le même thème, là, la maison 5, elle se retrouve probablement soit en balance ou en scorpion. Elle n'aura pas la maison 8 en capricorne, mais on va le prendre comme interprétation de base. J'espère que je vous mêle pas trop, là. On va le garder, c'est-à-dire qu'on va le garder. Tout à fait. T'sais, on garde toujours l'essence même du thème. C'est pour ça que je disais que moi, j'aime mieux parler d'un thème intrinsèque qui nous plonge à l'intérieur même du thème, puis c'est comme ça qu'on va aller chercher plusieurs thèmes. Au lieu de s'arrêter seulement qu'à 12 thèmes, on va aller chercher plusieurs thèmes, puis qu'on va regarder la dynamique. Et c'est souvent une question de perception, comment moi je le vois, comment moi je le perçois. Et ça peut être le rapport, je ne sais pas moi, ça peut être le rapport avec le concierge de ton immeuble. Bien, les maisons dérivées, ça va très loin, là. Mais finalement, tout est une question de perception du natif. Oui. Si on y absolument. réfléchit. Par rapport à ce que tu dis, moi, c'est ce que je comprends. Et puis finalement, c'est ce que j'ai toujours eu, ce dont j'ai eu l'intuition, c'est que tout est une question de perception du natif. Et d'ailleurs, tu l'as souligné à plusieurs reprises, donc c'est ça que je trouve intéressant. Puis il y a des choses qui s'entrecoupent, qui deviennent très intéressantes. Comme je disais, mon frère le plus jeune, qui est Sagittaire ascendant Balance, il a Saturne en 12. Mais moi, en tant que thème dérivé, il est Vierge, mais j'ai Saturne en 2. Alors le Saturne en 12 de mon frère, il reste dans le thème dérivé en 12. Je vais te regarder avec le... Comprends? Il reste quand même en 12. Alors, c'est une indication qui n'est pas banale non plus. C'est ça que je trouve intéressant aussi dans cette technique, c'est que, comme tu l'as bien dit au début, c'est-à-dire qu'en fait, il y a 144 maisons, mais en fait, par rapport à la notion de thème, on ne va prendre que celles sur lesquelles on va braquer le projecteur. Parce qu'en fait, il y a une question, donc on n'a pas besoin des 144. Par contre, il y en a 10, 12 qui vont nous être utiles parce que par rapport à une demande, par rapport à une recherche, ça va nous éclairer sur tel ou tel sujet. Exactement. C'est pour ça que par rapport au fait que, comme je te disais, la conjonction de Mars-Uranus qui a eu lieu le 1er août à ma fête, si tu veux, c'était exactement sur la cuspide de ma 11. C'est là que j'ai décidé, je ne sais pas quelle bulle au cerveau m'est montée, mais c'est là que j'ai décidé d'aller à Paris. Alors, c'est exactement dans cette semaine-là que j'ai acheté mes billets d'avion, tu sais, que je t'ai écrit et tout ça, là. Mais il demeure quand même que le 11, c'est mes amis, ils ont fait une offre d'achat sur un chalet d'été. Puis, c'est aussi la 7 de ma sœur.
Ma sœur a décidé, elle, de vendre sa maison parce que ma maison 11 est en taureau. Moi, je dépense, eux investissent, si on veut. Mais tu comprends? Il y avait un lien ici à faire, là. Alors, si on s'arrête seulement à notre thème personnel, on n'ouvre pas les œillères et on ne regarde pas ailleurs. On va se dire, mais il ne s'est rien passé. J'ai eu un transit puis il ne s'est rien passé. Mais il s'est probablement passé beaucoup de choses. Mais regarde autour de toi les gens qui correspondent à ta maison dérivée. Probablement qu'eux ont vécu plein de choses que toi, tu as été témoin. Tu comprends? Ça devient intéressant. Tu as été témoin ou impliqué dans la situation, on t'en a parlé, on t'a demandé ton avis ou peu importe. Dans ta vie personnelle à toi, le transit n'a pas fonctionné, mais oui, il a fonctionné. Il n'a pas fonctionné par procuration, si on veut. Mais disons qu'on retrouve dans notre thème à nous le reflet de ce qui peut arriver à nos proches. Manon Plouffe, elle a toujours des questions, cette montréalaise-là. Oui, ça fonctionne dans les révolutions solaires. Et ça fonctionne très bien. Les maisons dérivées, par rapport à la question à Manon, tu sais, les maisons dérivées, là, comment est-ce que les gens en compte d'horoscope, ils vont faire des maisons dérivées? Comment est-ce que, quand je parlais des anciens qui faisaient les maisons dérivées par rapport à l'apport de fortune, on pourrait faire des maisons dérivées sur beaucoup de choses, mais il faut se limiter quand même. Là. Mais quelqu'un qui fait de l'horoscope, t'es bélier, ta maison 2 est en taureau, ta maison 3 est en gémeaux, et ainsi de suite. OK. Mais en révolution solaire, maintenant, ça fonctionne très bien. Très, très, très bien. C'est plus spécifique avec un thème natal, avec une heure de naissance exact, que si c'était juste des maisons dérivées à partir comme les horoscopes dans les journaux. Oui, ça, c'est des généralités. Mais, exactement. Okay. Mais c'est pour ça que je disais qu'inconsciemment, ces gens-là se servent régulièrement des maisons dérivées. C'est ça, les maisons dérivées. Okay. À partir d'un point, comme tu peux faire la maison dérivée de ta Vénus, la maison dérivée de ton Mars, la maison dérivée de ton Jupiter, tu pars de là, puis tu fais ça comme tu le fais de la même façon. Tu as Jupiter en balance, la maison 2 de ton Jupiter est en Scorpion, la 3 est en Sagittaire, et ainsi de suite. Ah oui, OK. Oui, ça devient intéressant aussi. Tu as Saturne qui est, je ne sais pas, moyen. Tu as Saturne en Sagittaire, bien, la 2, ton Saturne est en Capricorne, puis la 3 est en Verseau. Oui. Et l'interprétation reste initiale à la planète avec toujours. La maison qu'elle gouverne dans le thème natal? Oui, tout le temps. OK. Il faut toujours prendre les planètes les plus importantes comme les secteurs les plus importants quand on veut faire, si tu veux, ses premières explorations. Oui. On commence toujours par les maisons les plus habitées ou les planètes les dominantes, quelque chose comme ça, parce que ça fonctionne beaucoup mieux. OK. D'autres questions? Oui. Qui a levé? Oui, Astrid. Oui, c'est Astrid. Oui, je me suis toujours demandé, c'est quelle maison concerne les locataires et les propriétaires? Les propriétaires d'un bloc, d'un immeuble, c'est la maison 4, c'est le lieu. Hein? C'est le lieu de la maison, c'est lui qui possède la propriété. Qui fournit l'argent pour payer son hypothèque? Qui fournit? C'est la maison 2 de la 4. C'est eux qui vont lui donner les biens nécessaires, qui vont fournir l'argent pour payer son argent. D'autres vont dire qu'il y a un lien avec la maison 3. Mais la maison 3, c'est l'entourage. Ça n'a pas vraiment le même rapport. Moi, je crois plus que la maison 4, c'est le lieu, le propriétaire de la bâtisse, le propriétaire de la bâtisse, mais qui fait en sorte qu'il peut payer ses frais et tout ça, ça lui prend de l'argent qui vient des locataires maison 2. En fait, les maisons dérivées sont souvent utilisées dans l'astrologie horaire questionnaire. Absolument. Tu as parfaitement raison, c'est pour ça que je l'ai écrit. Dans l'horoscope, dans l'astrologie horaire, tout le monde s'en sert. Puis bien souvent, les gens s'en servent puis ils n'en sont pas conscients.
Mais c'est exactement ça. Excepté que quand ils vont poser des questions dans l'astrologie horaire, ils vont prendre un thème horaire, puis ils ne tiendront pas compte du thème natal comme on fait avec les maisons dérivées puis le thème dérivé. Tout ce qui est maison dérivée et thème dérivé part du natal. Un thème horaire, c'est un thème qu'on va monter pour, je ne sais pas, moi, chez vous, actuellement, il est 20h, 20h40 ou je ne sais pas trop quoi, là. On va faire le thème pour 20h40, puis on va avoir un thème horaire. Tandis que le dérivé, lui, il part de quelque chose. C'est pour ça que j'ai appelé ça, puis je le répète, un thème dérivé de ou intrinsèque. Le mot est encore plus intéressant, intrinsèque, parce que intrinsèque, c'est d'aller à l'intérieur de. OK, merci. Mais tu vois aussi, puis ça va être bon pour tout le monde, tu vois aussi l'étendue, la panoplie de choses que tu peux faire avec ça, l'exploration que tu peux faire. Mais par contre, ma chère Astrid, il fallait partir d'un calcul simple. Et c'était là mon plus gros travail. Ça m'a pris tellement de temps de le trouver, là. J'avais beau essayer plein d'affaires, je n'arrivais pas, mais je voulais trouver une façon de calculer direct, précise. Le tableau, tu vas t'en servir une fois, deux fois, trois fois, puis tu vas le mettre de côté, tu vas dire j'ai tout compris. Au début, tu vas t'en servir, puis après, tu n'auras plus besoin. Mais si tu y penses comme faut, c'est tout à fait logique parce que tu serais tout simplement paf, paf, tu arrives directement. Oui, au lieu de toujours recommencer. Pardon? C'est super, cette méthode de calcul. Oui, hein? Je pensais que tu allais dire que j'étais génial. Je n'ai pas compris. Non, je pensais que tu allais dire que j'étais génial. C'est la méthode qui est géniale. Oui. Non, c'est très intéressant parce que j'ai beaucoup travaillé pour la faire, pour la trouver. Puis je vais te dire, bien franchement, pour être franc, là, je me suis réveillé à 3 heures du matin, de nuit, les yeux grands ouverts, puis j'ai dit, je l'ai. Je me suis levé, j'ai fait tous mes essais dans mon fichier Excel, puis à 6 heures du matin, je retournais me coucher, tout était fait. Mais ça m'a pris. Champollion, je tiens l'affaire. Mais ça m'a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à le trouver. Ça, c'est un coup d'Uranus, hein? Oui. Oui, mais il demeure quand même que je l'ai fait à un moment donné sur Mercure rétrograde, puis je trouvais que c'était très pénible parce que j'étais trop dans le questionnement, puis je voulais avoir quelque chose de facile. Plus je m'enfonçais, plus c'était compliqué, mais j'ai fini par le trouver. Alors, il y a Darty. Manon Plouffe a dit Eudes Picard a dû souffler l'idée. Oui, probablement, oui. Oui, allez, Marc. Darty qui dit voilà, j'ai 4 frères avant moi. Si j'ai bien compris, l'aîné est en 11, le deuxième en 9, le troisième en 7, le quatrième en 5. Moi, non. Le plus vieux, c'est la 5. Le deuxième, c'est la 7. Le troisième, c'est la 9. Le quatrième, c'est la 11. Puis après, c'est elle. Et non l'inverse. On va de ce côté-là quand ils sont proches. Tu pars du plus proche au plus ancien? Exactement. Le plus proche d'elle, c'est la 11. L'autre avant, c'est la 9. L'autre avant, c'est la 7. L'autre avant, c'est la 5. Quand on fait pour les plus jeunes, la 3, puis on va dans les plus jeunes, la 3, la 5, la 7. Toujours comme ça. Tout le temps. Tu ne peux pas inverser. C'est une question de rotation. Oui, si je peux rajouter, c'est parce que l'enfant le plus jeune, c'est toujours la troisième maison du frère qui est plus âgé. Ça, donc, la 9, voilà, si on fait la 9 à 11, la maison 11, c'est le frère plus jeune. La maison 11, c'est le frère. Et donc, voilà. La maison 11, c'est le frère plus vieux.
La maison 11, c'est le frère plus vieux du sujet. Oui, voilà. Et la 9, ce sera le plus vieux de la maison 11. Ce qui fait que toujours Exactement. deux maisons après, c'est toujours l'enfant le plus jeune, quoi. Je m'excuse, Alain, je ne te vois pas, mais Ah tu oui. as parfaitement raison. Puis quand tu descends après la 3, bon, voilà, la 3, c'est le plus jeune après la 5. Et Alain, ce qui est intéressant de regarder là-dedans, surtout que la personne qui a posé la question, elle en a plusieurs devant elle, c'est de retrouver là-dedans, c'est la 7 qui correspond à un de ses frères. Bien, elle peut regarder à travers ce frère-là ou cette sœur-là, si tu veux, le rapport relationnel qu'elle a dans la vie, parce que c'est son thème dérivé à elle. Puis elle peut trouver des réponses très intéressantes. Puis quand tu regardes l'opposé, bien, c'est le conjoint. Qu'est-ce qui fait que je ne m'adonne pas avec ma belle-sœur? Bien, tu vas le trouver comme ça. Qu'est-ce qui fait que j'ai beaucoup d'affinités avec mon frère plus jeune, puis que mon frère plus vieux puis ma sœur ont beaucoup d'années croches? On est comme deux clans, si tu veux. On n'est pas deux clans, mais on est comme deux clans. C'est parce qu'il y a un rapport. Mon frère plus jeune, son soleil est sur le même degré que mon Jupiter. Son ascendant est sur ma conjonction Mars-Neptune, tu vois, au natal. Mais c'est un ascendant vierge. Puis il ne va jamais lui demander de monter un barbecue parce que tu vas faire l'erreur de ta vie. Oui, non, mais c'est vrai que ça marche. Moi, j'ai mon frère aîné. Donc, ma maison 11, elle commence en taureau. Et il est cuisinier. Donc, ça va être... Moi, mon frère plus vieux puis mon beau-frère qui tombe en taureau, vu que ma Vénus est dans ma 12, il se trouve être dans la 2, les deux, c'est des capitalistes. L'argent est très important. Alors, tu vois, tu vas chercher, là, on ne rentrera pas trop dans le personnel, mais tu vas chercher des interprétations par rapport aux positions planétaires qui sont géniales. Alors, là, j'ai bien compris pour la fratrie. Alors, pour les mariages, je ne sais pas pourquoi le deuxième mariage, c'est la maison 9. C'est parce que tu fais la même chose, tu pars du premier, du deuxième, du troisième, du quatrième, du cinquième, tu sautes de 2 maisons pareilles. Mais c'est comme si tu avances dans la vie, si tu veux. Au lieu de reculer, tu avances. Après, ce qui est compliqué, c'est de savoir quelle est une vraie relation, hein, parce que ce n'est pas forcément le mariage légal. Là, tu n'as jamais si bien dit, parce qu'une relation de 3 heures, ça ne compte pas. Là. Oui. Mais est-ce qu'on considère... Je suis généreux, je dis 3 heures, mais il y a des relations qui durent 5 minutes. Oui, mais c'est là où c'est difficile de savoir voilà, si c'est une relation vraiment très officielle, mariage, c'est sûr, mais après, est-ce que c'est une relation de 2 ans ou de 5 ans ou de 8 ans? Enfin, là, c'est plus... je dis toujours à la personne, je pose toujours la question, est-ce que vous considérez que c'est une relation qui était sérieuse à long terme? Si la personne me dit oui, ça a duré 2 ans, 3 ans, 4 ans, je vais le considérer. Mais si c'est une relation qui a duré 1 mois, puis ça ne tient pas la route, là, parce que sans ça, elle peut en avoir 10 dans l'année. Mais c'est comme ça, des fois, qu'on va aller trouver par rapport au transit. On va aller trouver des choses intéressantes de ce que le conjoint vit actuellement. Mais bien sûr, c'est toujours mieux qu'il n'ait juste un qu'il n'ait 14, là, parce que sans ça finit plus. Après, il y a des gens qu'on a fait que croiser, mais qui ont pu avoir une influence déterminante dans notre vie. Oui, mais lui, il parlait des maisons par rapport au thème dérivé des vraies relations. Oui, il y a des gens qui on a croisés dans la vie qui ont été très, 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 très marquantes. Mais moi, je ne considère pas ça comme une relation amoureuse, affective à long terme. Sylvie qui nous quitte. Merci beaucoup, Sylvie. Merci à vous. La maison 5, Manon, elle amène un point de vue intéressant. La maison 5, c'est les passions amoureuses. Oui, mais on peut dire aussi que l'amant de passage, c'est la maison 3 qui est le Gémeaux. Et c'est là qu'il faut faire attention entre les deux.
Parce qu'il faut se poser la question des fois, est-ce que c'est quelqu'un dans lequel on n'a pas de passion? La 5, c'est les passions amoureuses, c'est les enfants, c'est l'amour donné et tout ça. Mais si c'est quelqu'un qui est de passage, comme je disais tantôt, s'il est là dans ta vie 5 minutes, ben là, c'est le Gémeaux. C'est un amant. Au moins, l'intensité n'est pas liée à la durée, mais bon. Ben, tu sais, c'est parce qu'il faut s'entendre. Des fois, quand tu fais de la consultation, il ne faut pas mêler les cartes non plus. D'autres questions? Non. Allez-y, allez-y. Profitez-en. Pour le livre, est-ce qu'on peut le faire venir de la boutique, de la librairie que vous parliez tantôt des deux dames? Demande donc, est-ce que les dames sont encore là, Marc? Oui, bien sûr qu'elles sont là. Mais oui. Voilà. Pose donc la question à propos du livre sur l'effet miroir. Oui, si on peut le faire, si on peut le commander à cette librairie-là pour. Oui, pas de souci. Vous habitez où? Elle habite à Montréal. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On fait partie d'une plateforme et on gère tout ce qui est international. Ah, que je vais prendre. Est-ce qu'on peut donner les coordonnées où je vais trouver. Bien, sur la dernière diapositive, tu as les coordonnées, mais par contre, sur Internet, le monde d'Uranie, tu vas le trouver très rapidement. Ou si tu veux, maintenant, je peux t'envoyer le lien Internet. Oui, s'il vous plaît. Alors, attendez, on va faire encore plus simple. Dans l'onglet discussion, cliquez. Voilà, vous avez le lien de la librairie pour ceux que ça intéresse. Dans l'onglet discussion, il suffit juste ou de le copier ou de cliquer dessus pour arriver directement. Et vous pouvez le mettre dans vos favoris aussi directement. Merci. Ouais. Alors, d'autres questions? Alors oui, Michel. Ah, le demi-frère. Les demi-frères. Comment on fait? Ça, c'est intéressant. Il y a eu beaucoup de questions là-dessus lors d'une formation que j'ai donnée. Le demi-frère doit être considéré comme un frère en astrologie. Alors, le demi-frère, est-il plus vieux? Est-il plus jeune? Est-ce qu'il fait partie de la famille? Parce que ça devient comme une entité, une nouvelle famille. Un demi-frère, ça devient comme un nouveau couple qui se forme, puis les enfants vont suivre, si on veut. Puis le demi-frère peut être considéré là-dedans comme la 3, la 5, comme on a dit tout à l'heure. Mais encore là, il faut regarder beaucoup le lien qu'il y a, le lien de, comme vous dites, le lien de fratrie, le lien familial. Moi, j'ai toujours détesté cette appellation de demi-frère ou de demi-sœur. Mais bon. Oui, Manon, pardon. Non, ça va. Moi, j'aurais une question. On parlait des parents, mais quand on a une belle-mère, est-ce qu'on prend la 10 ou la 4? Ou on prend la fille? On prend la fille. Quand tu regardes, ce que j'aurais voulu, oui. Quand tu regardes un thème, puis là, je vais te donner la réponse exactement telle qu'elle est. Quand tu regardes un thème, tu dis le deuxième, c'est la 9, le troisième, c'est la 11, mais le côté relationnel restera toujours la 7. Alors, tu pars de ta maison 10, puis tu peux regarder la deuxième femme de ton père, si tu veux, la deuxième conjointe du père, qui à ce moment-là devient la 12. Mais elle restera toujours la 10 dans la relation, la 7 de la 4. Et tu vois, sa question est intéressante parce que Josette m'a amené quelque chose. Elle m'a dit, moi, je prends toujours la 4 pour la mère parce que c'est le cancer, puis la 10 le père parce que c'est Saturne. Mais dans les maisons dérivées, ça ne fonctionnera pas parce que tu vas être, au lieu d'avancer, tu vas être obligé de reculer. OK. Ça ne fonctionne plus. Mais par contre, tu peux avoir aussi ce côté-là. Le parent autoritaire, ça peut être le côté saturnien. Le parent qui est plus maternant, c'est le cancer. Oui. OK. Et les demi-frères et demi-sœurs, c'est
Parce que j'ai les deux. J'ai un demi-frère et une demi-sœur. Ben, tu vas y aller de la même façon que je disais tout à l'heure. OK. Donc, Alors, si un demi-frère est plus âgé, on regarde dans la maison 11 alors. Exactement. Exactement. Parce que sans ça, si tu commences à sortir un peu des sentiers battus, tu n'en finiras plus. Tu regardes aussi quel est le rapport avec le thème puis le frère en question. C'est pour ça que je dis tout le temps, c'est une question de perception, c'est une question de vision. Si tu regardes le thème et tu dis « Ah non, mais ça ne ressemble pas à ça du tout, mais par contre, ça ressemble à ça », bien, comme Astrid, tu disais tout à l'heure, ta fille a plein de planètes en Verseau. Tu comprends? Puis toi, tu n'as pas de planète en Verseau, mais ça va chercher quand même ce côté-là. Est-ce que, d'après toi, est-ce que tu vois ta fille comme quelqu'un qui est très Verseau? Ben oui, fatalement. Oui. Alors, tu vois, c'est parce que là, on est dans un signe masculin. C'est une fille qui, probablement, a une personnalité, elle sait ce qu'elle veut, elle a un côté fonceur, et tu sais, tout ce que tu voudras du Verseau masculin, mais elle n'est pas dans une maison 4 du premier enfant qui est très cancer, qui est très douce et tout le kit, là. C'est ça qu'il faut regarder aussi. Donc, en fait, Tout à l'heure, je donnais l'exemple de la fille, que la consultation que j'ai eue dernièrement, que le garçon, qui était le premier que je l'ai mis en 4, de la 4, c'était le lion, il était lion, puis la fille, qui était le deuxième enfant, je l'ai mis en 6, ça fonctionnait très, 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 très bien. Très, 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 très bien. Ça fonctionne donc, en fait, bien. Moi, j'aurais une petite question. Oui. Oui, Laurence. Oui, c'est en fait, j'ai pas très bien compris pour retrouver la façon dont on perçoit les grands-parents. J'ai pas compris comment ça fonctionnait, puisque ok, la mère c'est la 10, mais la grand-mère c'est laquelle alors? La grand-mère maternelle? C'est pour ça que j'ai fait l'organigramme de tout à l'heure. Oui, mais j'ai pas compris les maisons. Ouais. Quand vous allez, si vous prenez la mère, ici je l'ai le tableau devant moi. La mère, c'est la 10. La grand-mère maternelle, ça devient la 7. Le grand-père maternel, ça devient la 1. D'accord. OK. OK? Et quand on monte de niveau, là, on est dans un 7, premier niveau. Quand on monte de niveau, ça devient 4-10. Ce qui est intéressant de regarder là-dedans, ma chère dame, c'est des fois qu'on va essayer d'aller trouver dans le générationnel. Le médecin, quand vous allez voir le médecin, il vous pose toujours la question, est-ce que vos parents souffraient d'arthrite ou est-ce qu'il y a des problèmes d'anémie dans votre famille et tout ça? Et là, vous allez remonter, puis peut-être que dans le thème astral, vous allez voir qu'il y a un lien avec votre propre thème. Oui. Mm-hmm. On voit ça souvent, ma chère dame, dans des filiations de personnes qui vivent beaucoup de dépendance. La mère était dépendante, la grand-mère était dépendante, puis là, on va faire les 3 thèmes, puis on va se retrouver avec une dynamique très intéressante. On va avoir plein de réponses. Et le tableau que j'ai mis à l'écran. Maintenant, veux-tu fermer ton son, s'il vous plaît? Vas-y, vas-y. J'ai pas d'ailleurs, pardon? Il n'y a pas de son ici. Ben, c'est parce qu'on t'entend. Si. Ton micro. Qu'est-ce que je veux dire? Ce tableau avec l'organigramme familial, est-ce que c'est quelque chose que tu accepterais de partager comme le tableau des maisons dérivées? Ben, ils vont l'avoir sur la présentation, mais je peux te l'envoyer. Celui-là, tu parles, non? Non, parce que le PDF, voilà, le PowerPoint, on avait dit que tu ne préférais pas le partager. Mais ces éléments-là, ça serait possible. Ben, le tableau sur les maisons, je peux l'envoyer parce que la raison pour laquelle je t'ai dit que je ne voulais pas partager la chose, c'est parce que il va y avoir un livre qui va sortir en 2023 que je suis en train de faire sur les maisons dérivées. Et c'est un peu, comme on dit, le canevas ou la base de mon livre qui est là-dedans. Alors, je ne veux pas que... Mais par contre, l'organigramme, oui, je peux te l'envoyer en PDF si tu veux. Tu
pourra le transmettre à… Voilà, disons que pour les personnes qui souhaitent avoir le replay, ça pourrait être intéressant, en plus du tableau des maisons dérivées, d'avoir ce tableau pour compléter, parce que c'est vrai qu'il est clair et instructif. Il est très instructif, Marc, parce que, tu vois, dans les cases, moi, je n'ai pas mis le signe, je n'ai pas mis l'ascendant, mais rien n'empêche à quelqu'un de se faire un tableau à la main, là, au crayon, là, et d'indiquer de mettre des indications. Tu sais, la personne est tel signe, la mère était tel signe. Comme moi, mes parents, ma mère était vierge, mon père était capricorne, mais je le sais que mes deux grands-parents paternels étaient lions. Puis moi, je suis lion. Alors ici, il y a un lien à faire. Puis mes deux autres grands-parents étaient verseaux, c'était l'opposé de mon thème. Alors ça devient intéressant à regarder. Mais je n'ai pas de date de naissance, puis je n'ai pas d'ascendant, je n'ai pas de thème. Ici, ce n'est pas comme en France, on n'a pas de données. On n'a pas accès aux données ici des registres, on n'a pas accès à ça. C'est bien dommage. Alors, moi, je rejoins tout à fait Martine, parce que je voulais employer ce mot, mais je vois que c'est bien. Et il faut s'entraîner à cette gymnastique. C'est une méthode de calcul, c'est une façon de raisonner qui peut paraître un petit peu compliquée à première vue comme ça, mais je pense qu'en la pratiquant, comme tu l'as dit, au début, on utilise le tableau, et puis après, on n'a plus besoin du tableau. Ça, clac, 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 la mécanique, elle se met en route toute seule. En fait, c'est un muscle qu'on a besoin de faire travailler, et une fois qu'il travaillera bien, il fonctionnera tout seul et facilement. Et Xavier, dans le livre du miroir, ici, à la page 86, que j'ai parlé tout à l'heure, cette façon d'envisager les choses présente un grand intérêt en synastrie, toujours par rapport aux descendants, là. La maison 7 est en effet assez fréquemment impliquée entre conjoints. On trouvera aussi des planètes de l'un dans la maison 7 de l'autre. Et il poursuit ici, là, dans cet exercice. C'est pour ça que je disais que ce livre-là, il est très intéressant parce qu'il est facile à lire, il est facile à comprendre, puis il nous amène dans différentes directions qui sont vraiment intéressantes. Xavier avait fait une conférence sur les synastries à la FDAF il y a 2 ans, 2 ou 3 ans de ça, qui était aussi très intéressant. Oui. Alors voilà, monsieur. J'espère que vous avez apprécié. Mais écoute, je pense qu'on va pouvoir conclure. Il est 22 heures, ça fait 2 heures quand même qu'on partage ce moment. Merci beaucoup, Richard. Merci pour ce bel éclairage qui, j'espère, va aussi éclairer notre approche des thèmes sur lesquels on travaille, qui va pouvoir les compléter de façon très intéressante. Merci beaucoup. Et merci à toutes les personnes qui ont participé. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Hein. Les prochaines aventures, c'est comment elle s'appelle, de la Croix. Sur les centaures, le centaure Elsa de la Croix, sur les centaures guérisseurs, qui serait intéressant. Et puis, bien évidemment, le congrès de l'AFDAF à Paris, les 3 et 4 décembre à Paris, où nous aurons la chance, pour ceux qui viendront, de croiser à nouveau et en vrai Richard Lachance, qui aura traversé quand même de façon tout à fait pacifique l'Atlantique pour pouvoir nous rejoindre et être avec nous. Encore merci à tout le monde. Je vais terminer l'enregistrement.